Donc, ça marche, la coopérative de riz. Donc, on réussit. Bon, les Garifuna sont un groupe ethnique chez qui la coopération est très répandue. Les hommes s'unissent ensemble pour aller défricher, les femmes pour râper le manioc. Donc, il y a énormément de coopération chez eux. Donc, coopérer de façon coopérative, coopérer dans le cadre d'une structure formellement coopérative, ça ne présentait pas pour eux d'obstacles énormes. Comme j'ai pu le constater ensuite chez les Autochtones du Mexique, qui sont beaucoup plus habitués au travail familial. Mais donc, ça semble fonctionner. En même temps, ce que je découvre assez tôt, encore une fois chez les Garifuna, ce qui confirme mon opinion que j'avais commencé à élaborer à Limón, à Batalla, je découvre à quel point la coopérative de riziculteurs, Cooperativa de Rizicultores San Matías de Batalla, Saint-Mathieu de Batalla, comment cette coopérative de riziculteurs est importante au plan de leur identité. Un de mes copains, Gaspard, qui avait un coup dans le corps, chez le marchand local, dit au marchand, « Hey, cette année, hein, t'as vu l'argent qu'on a rapporté avec le riz? C'est plus comme avant, hein? » Et Echenique lui répond, dans les termes d'Adam Smith, « Écoute, j'ai jamais forcé personne à venir me vendre son riz. Si vous veniez, c'est que vous vouliez. » Et Gaspard lui répond, « Pero es que no había para dónde. » Mais on n'avait pas d'autre endroit où aller. Bien sûr, on devait te rendre le riz. C'est pour ça que tu nous payais une misère. Donc, alors, pour les Garifuna, c'était eux qui se remettaient sur pied. Ils étaient maintenant capables de passer outre au commerçant local. Et c'est eux qui avaient embauché le propriétaire de la goélette pour amener le riz à Trujillo. Et c'est pas le propriétaire de la goélette qui leur avait acheté des sacs de riz au prix qu'il voulait, en leur payant le prix qu'il voulait. Donc, ils avaient l'impression d'un changement dans le rapport de force. Et la coopérative fonctionne. Et moi qui suis optimiste de nature, je deviens très optimiste. Je dis, mais oui, donc ça va marcher, ça correspond à leur structure sociale traditionnelle, les gens sont enthousiastes. Et je dois dire que nous, on est revenu avec l'argent du riz en novembre, et on a distribué l'argent. Une fois payé tout le monde, il ne restait plus d'argent pour la caisse de la coopérative, mais quand même, les gens ont dit, ben, l'an prochain, on fait un autre champ. Et cette fois, on essaiera d'être mieux pour... on essaiera de s'organiser mieux pour qu'il reste un surplus pour partir une boutique coopérative. Entre-temps, l'argent de la bourse était arrivé et j'avance un peu de l'argent pour partir une boutique coopérative. Bon, vous me rembourserez ça par la suite. Alors, donc, ça semblait bien fonctionner. Tout s'enclenchait magnifiquement. Le commerçant nous regardait toujours avec des drôles d'yeux. Ah oui, mais j'ai oublié, je n'ai pas terminé l'histoire. Toi, là, pourquoi on a vendu notre... Donc, Felipe Danilo, le Roumain exilé d'Europe avant ou après la Deuxième Guerre mondiale, je ne l'ai jamais su, était un peu marginal par rapport aux deux autres gros commerçants de Trujillo, la ville où on a vendu le riz. Et lui, cette année-là, il n'a pas réussi à créer de réseau de commerçants pour lui envoyer le riz des villages. Donc, il était très content de pouvoir donner le pion à son rival, à ses rivaux. Donc, c'est comme ça que l'ancien facho, j'imagine que c'est un ancien... Les Garifuna avaient raison, il était venu après la guerre. C'est comme ça que l'ancien facho a accepté d'acheter du riz et des rouges. Parce que sous la dictature hondurienne, on était vus comme des rouges à la coopérative. Bon, dans la mesure où il n'y avait aucune action illégale, on n'agissait pas contre nous, mais quand même, pour voir que les autorités locales, quand on arrivait, moi, me demandaient toujours mon passeport, notaient soit le numéro du passeport, soit le numéro du certificat de vaccination qu'il y avait à l'intérieur, parce qu'ils ne voyaient pas tellement la différence entre les deux. Mais alors, on voulait s'assurer que cet étranger circulait dans la bonne direction. Et le commandante du port de Trujillo, qui nous avait arrêtés, mon épouse et moi, l'année précédente, m'avait dit en partant « Cuiden sus amistades », faites attention à vos amis. Autrement dit, je sais bien que vous êtes amis avec des libéraux, ces gens-là sont à peu près la même chose que les communistes, et la radio officielle du Honduras ne cessait de dire que des communistes étaient pour débarquer d'un moment à l'autre en Amérique centrale, pour défaire la guérilla et que ce serait la catastrophe. Alors, mais les Garifuna, eux, n'en croyaient rien. Ils savaient eux-mêmes qu'ils n'étaient pas communistes, très coopérateurs, mais pas communistes, et donc ils s'en foutaient pas mal. Et je dois dire que ce fait d'être marginalisé par un régime qu'eux détestaient, de conservateurs, favorisait aussi la belle complicité qu'Elena et moi avions pu créer avec les Garifuna.
Entre-temps, le temps passe et moi, je poursuis mon enquête, ça avance bien. Et je décide, de coup, avec cet optimisme qu'on a quand on a 20 ans, de faire une étude comparée des Garifuna, des Miskitos et des Ladinos de la même région. Et je pars en pirogue faire mes entrevues dans des villages Garifuna, dans des villages Miskitos, dans les villages Ladinos. J'avoue qu'une fois, je suis tombé au retour, la rivière était en crue, et j'ai cru que la pirogue allait chavirer, mais elle n'a pas chaviré. Je devais avoir, je pense que les Garifuna avaient prié la déesse des rivières pour que je puisse continuer mon voyage. Bref, j'arrive à bon port. Alors, avec toutes ces anecdotes de voyage, enfin, tout à coup, je découvre que par rapport aux Garifuna, qui prennent des vrais repas, les Miskitos, eux, se passent la calebasse de gruau 20 fois par jour. Je refuse, ensuite je demande à mon ami Garifuna quand est-ce qu'on mange, puis il dit on a mangé tantôt, t'as pas vu? C'est la calebasse qu'on a fait circuler. Faites-vous en prie, ils vont la repasser bientôt. Il y a une grande marmite de waboul, le gros gruau de manioc, et on passe ça 20 fois, c'est le repas. Sauf si quelqu'un arrive de chasser à 2 heures du matin et qu'il a tué un tapir, alors tout le village se réveille et on mange du thé. On fait une grande fête au tapir à 2 heures du matin chez les Miskitos. Donc, des mœurs différentes entre les trois groupes, division du travail régional, mais ça, c'est une autre chose. Bref, quand je suis arrivé avec tous ces matériaux pour rédiger ma thèse, ma directrice m'a dit, écoute, tu fais mieux de t'en tenir à tes matériaux Garifuna qui sont suffisants et garde pour des périodes ultérieures tout ce que tu as ramassé sur les Ladinos et les Miskitos. J'ai appris par la suite que d'autres collègues que les 3/4 des matériaux qu'ils ont rapportés aussi de leur recherche de doctorat ne leur ont pas vraiment servi à leur thèse. Bref, alors je continue chez Garifuna, et là, je découvre en même temps d'autres choses. Je découvre que la plupart des Garifuna qui ont travaillé à la coopérative, tous en fait, sauf un à Batailla, sont d'anciens travailleurs de la United Fruit, qui ont été mis à pied quand ils atteignaient la quarantaine, ou dépassaient la quarantaine, et qui sont revenus dans les villages. Leur expérience agricole, ils ne l'ont pas apprise sur le tas, ils l'ont apprise à la United Fruit. Ils savent très bien cultiver, ils font des journées très efficaces aussi. Et quand je demandais à quelqu'un, ils disaient, vous travaillez vraiment vite et bien, vous autres, ils disent, celui qui n'a pas travaillé pour $1 par jour pour la United Fruit, c'est parce que c'est que le travail, mon vieux. Donc, ils avaient gardé cette idée que le travail agricole, on le fait vite et bien et on le termine au plus tôt. Alors que leurs épouses, qui étaient socialisées dans les champs de manioc de leur mère et de leur grand-mère, prenaient le travail en même temps que la causerie, elles travaillent toujours en groupe, elles causent, et puis elles ne font pas les journées trop longues non plus. Elles rapportent toujours du bois de feu pour faire la cuisine. Donc, je découvre tout à coup que... Enfin, je commence à m'intéresser à l'histoire, parce que les anthropologues de l'époque, qu'on soit culturaliste ou d'anthropologie sociale britannique ou d'anthropologie structuraliste, on étudiait l'instant. D'ailleurs, Lévi-Strauss avait dit, l'historien, dans sa dimension temporelle, nous, on étudie le système à un moment donné. Et tout à coup, je découvre que je ne peux pas vraiment comprendre ce qui se passe chez Garifuna si je ne resitue pas ça dans l'histoire. Je la connais encore très mal, cette histoire-là. Elle est l'étude de l'état de matériaux bruts. Je n'ai pas encore réfléchi. Et tout à coup, je découvre que si ces hommes-là qui ont mis beaucoup de cœur à la coopérative, c'est qu'ils ont essayé de voir s'ils pouvaient vivre avec un minimum décent et même faire quelques sous dans les villages. Il ne s'agit pas d'une tradition risicole ancienne. Ce sont des riziculteurs nouveaux, qui transfèrent la culture du riz, des connaissances agricoles qui sont pris ailleurs. Mais c'est donc une entreprise nouvelle pour eux, parce qu'ils ont été mis à pied de la compagnie. Et quand ils nous parlent du bon temps, c'est le temps de la United Fruit, c'est pas le temps du village, c'est le temps où l'argent coule à flot, c'est le temps où on allait prendre une cuite quand le bateau arrivait à la Ceiba, où on allait prendre une cuite quand on sortait des plantations, et ensuite il y avait toujours la paye la semaine suivante. Et donc, et je découvre en même temps que bien difficilement pourra la culture du riz, même avec la coopérative, même en évitant les intermédiaires locaux, leur procurer le niveau de vie qu'ils estiment nécessaire, le minimum historique, comme disait Marx. Et les jeunes du village, d'ailleurs, me disent, écoute un peu, oui, on va travailler dans la plantation pour l'instant avec le père, mais l'an prochain, moi, je m'en vais. J'espère aller aux États-Unis. Je courtise une fille là, dont le père est aux États-Unis, j'espère bien qu'il va me faire venir là-bas. D'ailleurs, on a déjà un système de trafic de passeports, on change les photos, etc. Et on va aux États-Unis avec le passeport d'un autre et on s'arrange là-bas. Et donc, je découvre qu'au lieu de... tout au long de cette année, malgré le succès initial, je découvre l'aspect extrêmement fragile de cette coopération, qui n'est pas en train d'établir une pratique nouvelle dans le village, mais se présente surtout comme une alternative pour des pré-retraités qui ont été mis dehors par la United Fruit, mais qui continuent d'avoir en tête, et leurs épouses aussi, des idéaux de consommation, bien que frustes, mais qui sont peut-être hors de portée
par rapport à ce que peut donner l'économie villageoise. Et on se met à défricher le champ coopératif pour la deuxième année. Je les accompagne. Et alors qu'on convoque 25 hommes, il en vient 11. Et la deuxième journée, il en vient 7. Et je dis finalement, Chevo, mon ami, qu'est-ce qui se passe, Chevo? Chevo dit, j'ai dit, les hommes ne viennent pas travailler. Il me semble tout le temps que tout le monde partait en pirogue ce matin. Il dit, oui, mais avec le prix qu'on a eu l'an dernier, tout le monde a décidé de faire des rizières individuelles. Parce que, bien sûr, ils voulaient garder le profit pour eux. Et ils avaient vu le bon prix qu'on avait obtenu. Ils disent, maintenant, les commerçants achètent à 3,50 $, pratiquement le double de ce qu'ils achetaient avant. Et on a eu des espèces sonnantes et non pas juste l'échange pour des marchandises avariées avec leurs commerçants. Donc, les gens s'étaient lancés dans des rizières individuelles. Je rencontre les gens, mais de toute façon, vos rizières sont vastes. Comment vous allez faire pour ça? Ah, ils disent, on embauchera des mosquitos s'il manque de la main-d'œuvre. Les Garifuna étaient bien sûr discriminés par les Ladinos, mais ils avaient sous eux encore quelqu'un. C'était ces jeunes mosquitos qui, pieds nus, avec un vieux chapeau de paille et un machette à la ceinture, partaient tout à coup en quête de travail. Et eux n'avaient pas les habiletés encore pour travailler pour la United Fruit, encore moins pour être marins. Donc ils allaient s'embaucher pour les Garifuna, dans les villages Garifuna, au moment des défrichages. Alors là, c'était d'autres rapports qui me venaient en tête. Donc, les Garifunas se voyaient eux-mêmes comme petits entrepreneurs agricoles, utilisant la main-d'œuvre des mosquitos pour compléter la force de travail. Mais, alors donc, on n'a jamais fini de faire le grand défrichage, la deuxième année. Et donc, on n'a jamais semé le riz. Et moi, je suis là et je me dis, non, les gens vont... Et je découvre en même temps que les gens se sont... Mais je dis, les gens vont vendre ensemble quand même. Il dit, je pense que les gens vont vendre aux commerçants. Comment vont-ils faire ça? Il dit, ils se sont endettés beaucoup, me disaient les dirigeants de la coopérative, parce que pour faire du riz, on va dans les terres basses. Ces terres-là sont inondées à chaque année. On ne peut pas y planter les bananiers ni le manioc. Les bananiers, on les plante dans le sable, sur les bandes côtières plus élevées. Le manioc, dans le sable, sur les bandes côtières plus élevées. Les bananiers, on les plante au bord des rivières, plus élevées aussi, mais là où on ne fait pas les rizières. Alors, on manque de bananes, on manque de bouffe. Bastimento, on manque d'aliments quotidiens qui sont les maniocs et le bananier. Donc, pour ça qu'ils se sont endettés aux commerçants pour avoir du riz et de la farine. Alors là, c'est toute la mécanique qui semblait bien huilée, qui s'enraye. Et ce que je découvre tout à coup, c'est que le phénomène des migrations n'a pas seulement été un apport pour compléter la subsistance qui n'était pas complétée par l'agriculture locale, mais que c'est en fait ce phénomène d'immigration qui a changé en bonne partie la vision du monde même des Garifuna, leur système de valeurs, leur minimum historique, les biens qu'ils estiment nécessaires à mener une bonne vie. Et d'ailleurs, à ce moment-là, je découvre que chez les jeunes, il y a eu le phénomène migratoire semble en train de basculer. On émigre beaucoup moins pour travailler pour les plantations de la United Fruit ou pour travailler dans les ports, comme débardeurs, ce qu'ils faisaient avant. Et maintenant, le rêve, c'est d'aller aux États-Unis. Mais aux États-Unis, on ne revient pas après 6 mois ou 3 mois, comme on faisait avant. Aux États-Unis, on part pour des années. Et aux États-Unis, on fait venir l'épouse et les enfants. Donc là, les Garifunas sont en train de devenir une minorité ethnique à Nouvelle-Orléans, puis à New York, où ils vont s'établir surtout. Et les villages sont là où reste encore un certain nombre d'épouses, avec des enfants en bas âge, et où restent les vieux qui sont retournés là-bas. La production autonome des villages diminue de plus en plus, et on se nourrit, on va chez les commerçants, on ouvre un compte chez le commerçant et on attend le mandat qui va nous arriver des États-Unis. Donc, le cours de projet de développement communautaire fondé sur l'agriculture et tout ça, face à des dynamiques comme celle-là, des dynamiques continentales de déplacement de main-d'œuvre, la main-d'œuvre étant inspirée par cette énorme machine qui sont les États-Unis, face à ces dynamiques-là, notre projet était finalement assez éphémère. Alors, je fais ma thèse là-dessus. Je garde le contact avec des amis Garifuna. Maintenant, les amis m'écrivent maintenant des États-Unis. Mon ami Alfonso m'écrit de la Nouvelle-Orléans. Il y a Gloria, une des filles du docteur Lacaillou, qui nous écrit des États-Unis, qui nous écrit de New York. Et il y a cependant, qui est restée au Honduras, Blanca, la petite fille qui s'était étonnée qu'on compte même les fourmis dans le sucrier. Elle était très vive d'esprit, elle réussissait très bien à l'école, et elle nous dit qu'elle aurait aimé étudier, mais avec l'école primaire sur place. Et je discute avec ses parents. Ses parents disent, on a de la parenté à la Ceiba, où il y a une école secondaire et même une école d'infirmière. Mais elle dit qu'elle aimerait ça être infirmière.
mais on n'a pas de moyen d'envoyer là-bas. Bon, on dit, écoute un peu, ça coûterait 20 $ par mois. Nous, on peut, même avec les bourses, lui fournir 20 $ par mois elle a besoin. Et au fil des années, on n'a jamais perdu le contact avec Blanca. Parfois, certaines années, on ne s'écrivait pas. Et tout à coup, Blanca nous envoie, un moment, elle déménage à Roatan. Et là, on perd le contact. Jusqu'à ce qu'elle m'écrive par Internet, cher Pierre et Elena, je suis maintenant médecin à Roatan. Donc, après l'école d'infirmière, j'étais plusieurs années à faire. Il y a un programme du gouvernement pour les adultes et je me suis inscrit à l'école de médecine et maintenant, je suis ici. Et Roatan, c'était la première. Elle dit, tu sais, l'île où sont venus les ancêtres. L'île de Roatan, une des 3 îles de la baie, surtout habitée par des anglophones, noirs ou blancs maintenant, a été le premier lieu, le premier point de chute des Garifuna. Quand ils ont été déportés de l'île de Saint-Vincent, on les a déportés sur l'île de Roatan. Et de là, eux-mêmes ont fait des radeaux, ils sont passés sur la côte. Donc, elle dit, elle trouvait quand même assez sympathique de faire sa carrière dans ce premier point de chute où ses ancêtres, en 1796, comme tu as dit dans ton livre, Pierre, en 1796, nos ancêtres ont été déportés. Donc, on peut dire qu'après les années 60, pour moi, ça se clôt un peu, l'épisode hondurien. Quand on part du Honduras, Elena est enceinte. Et il est assez clair pour nous que, étant donné les conditions dans lesquelles on vit dans la forêt vierge, il n'est pas question d'amener un enfant là par la suite. Et on ne retournera plus avec Paul. Je retourne faire mon doctorat à Londres. On se payera 3 mois de vacances à Paris, parce que Londres nous octroyait une possibilité d'avoir 3 mois de vacances comptés. Le London School acceptait qu'on ait 3 mois, j'ai dit de vacances, 3 mois de scolarité. 3 mois de scolarité, regardez ça, c'est une gaffe significative. 3 mois de scolarité et à l'extérieur de Londres, je choisis d'aller à Paris. Je veux travailler à Godelier, il ne me répond pas. On me dit, oh, c'est pas grave, il ne répond jamais. J'arrive à Paris, il est en Nouvelle-Guinée, mais je rencontre Claude Meillassoux. Et Claude Meillassoux fait aussi l'anthropologie économique, c'est un africaniste, et je fais le contact avec lui. Et là, pour moi, Paris, c'est une initiation sommaire, superficielle, mais avec le marxisme en anthropologie. Inutile de dire qu'à London School, on n'entendait pas parler. Nos anthropologues économiques, comme Firth, économistes, comme Raymond Firth, étaient des formalistes, comme on les apprend ensuite, qui étudiaient la prise de décision. Ma thèse, d'ailleurs, porte sur la prise de décision des agriculteurs pêcheurs Garifuna. Et situé à un moment dans le temps, faisant assez bon marché de l'histoire. Et là, je découvre le marxisme. Je le découvre à Paris, je dois l'abandonner pour la rédaction de ma thèse, parce que ma directrice est strictement réfractaire au marxisme. Les Britanniques sont demeurés longtemps réfractaires au marxisme. Mais, enfin, je garde ça un peu derrière la tête. Et donc, c'est plus tard, à l'Université Laval, que là, on se mettra à recevoir les livres qui nous arrivent de l'École française d'anthropologie, Maurice Godelier, Claude Meillassoux, Emmanuel Terré, Jean-Philippe Rey. Et c'est là que nous arriverons en vrac, au début des années 70, ces bouquins. Entre-temps, moi, je rentre à Laval. Et là, on rejoint une des questions que... Je rentre à Laval, mon ablon terre, on m'avait offert un poste. À Laval, c'est notre point de chute, bien content, enfin, d'avoir une paye. Quand j'arrive à Québec, j'ai 5 $ en poche. Et il y a ma femme et mon enfant. Heureusement, mes parents sont là et nous hébergent, bien sûr, tant qu'on veut. Mais il faut... Bon, bien content de pouvoir gagner la croûte. Je veux dire, les jeunes disent, dans ce temps-là, vous aviez des bourses. Oui, il faut voir à quel niveau étaient les bourses. Ah oui, vous alliez à Paris, à Londres. Oui, il faut voir ce qu'on y faisait à Paris, à Londres. On avait le temps un peu, mais on n'avait pas l'argent pour voyager. On restait dans la chambre à côté de la gare. Et... Donc, d'ailleurs, j'ai toujours été près des gares dans ces séjours européens à l'époque. C'est les endroits où les chambres étaient le meilleur marché. Donc, alors, je rentre à Laval et là, je commence à enseigner. Et là, je découvre que nous sommes 4 anthropologues et qu'on nous charge d'assurer un programme en anthropologie sociale et culturelle. Parmi ces 4 anthropologues, il y a Marc-Adélard Tremblay, le fondateur, toujours là, toujours aussi dynamique, prêt à donner des cours dans des branches très diverses de l'anthropologie. Et vraiment, sans lui comme point de départ, comme je disais tantôt, ça a été... Si Marius Barbeau a été le Jacques Cartier de l'anthropologie au Québec, Jacques Cartier, c'est celui qu'on appelle des vaines tentatives. Adélard Tremblay a été le Samuel de Champlain de l'anthropologie du Québec. C'est lui qui a construit l'habitation sans H, là, qu'on appelle, et c'est lui qui a établi l'anthropologie. Grâce à sa versatilité, à ses contacts
à sa grande facilité sa grande facilité d'établir des liens, de présenter l'anthropologie sous un jour acceptable par des autorités universitaires, gouvernementales, des bailleurs de fonds, etc. Il fallait ça au début. Il portait sur ses épaules un poids extraordinaire. Ce que nous ne réalisions pas étant jeunes professeurs, beaucoup plus cassants, beaucoup plus fermes quant aux orientations qu'on aurait dû suivre. Mais quelqu'un m'a dit, t'as jamais pensé écrire l'histoire, ton histoire à Laval? J'ai dit, cette histoire-là, au fond, ce serait la même qu'à Delan-Tremblay maintenant. À l'époque, elle aurait été très différente. Maintenant, elle serait la même. Bon, on arrive, il y a eu entre-temps 68, qui a secoué, bien sûr, la France. Nous, on l'a connu de Londres parce que Elena ne pouvait pas accoucher à Paris, on n'avait pas l'argent. Les étrangers, on n'était pas sur le système français de sécurité sociale. À Londres, oui. Donc, Paul, mon fils, est né sur National Health en Angleterre. Et donc, vraiment là, alors, on a connu le mai 68 de Londres, avec des amis français qui sont venus nous voir. Mais quand même, alors moi ici, en arrivant à Laval, je connais l'automne. En septembre 68, moi, mes étudiants, un étudiant se lève en classe, mais d'abord, tu vas nous dire à quel titre, toi, tu vas venir nous enseigner des choses. À l'époque, on fait des teach-ins, nous, ici. Alors, toi, de quel droit, toi, tu es derrière la tribune et tout ça? Ben, évidemment, j'ai pratiquement leur âge, j'ai 26 ans. Donc, j'ai écouté un peu, moi, je prétends pas avoir toute la science infuse. On va essayer ensemble de connaître un certain nombre de choses. On va faire la participation, on va faire beaucoup de séminaires, on a les lectures, on va discuter de nos lectures, etc. Donc je suis pas une énorme statue à abattre, quoi. À l'époque, il n'y a pas de... les iconoclastes ne sont pas pris à moi, ils s'en sont pris plutôt à Fernand Dumont, qui était le pape du département. Ils ont eu raison de s'en prendre à lui, d'ailleurs, à certains égards. Et donc, alors, la contestation qu'on faisait à l'époque, nous, timidement, contre l'enseignement de la doctrine sociale de l'Église, c'est finalement contre papa, le gouvernement, le patron et le prof. Donc, c'est mai 68. Mais on s'en tire avec assez peu de vite brisé. On a des cours consacrés davantage à établir notre plan de cours, à écouter parler tout le monde. Mais finalement, on finit par établir un programme et à le réaliser à peu près. Il y a un problème, cependant, que je vois. Marc Adélard-Tremblay est d'une grande versatilité, semble à l'aise dans le fait de changer ses programmes de cours, de préparer à chaque année des cours au titre nouveau. Moi, je ne suis pas à l'aise là-dedans. Autant je parle rapidement, autant j'écris lentement. Et préparer des cours, ça me prend un temps fou. Alors, moi, je dis, ah non, cette année, je donne la parenté, mais l'an prochain, ça va être l'anthropologie. Au deuxième trimestre, l'anthropologie économique. L'an prochain, la Mésoamérique. En même temps, un séminaire de maîtrise. Ah, je dis, j'arrive pas. J'arrive pas à préparer, à faire des cours qui me semblent... Et c'est comme ça pour l'avenir. Et là, avec un autre collègue, Renaud Santerre, on découvre que tant qu'on sera dans ce département de sociologie et d'anthropologie, les sociologues nous considéreront toujours comme une sous-discipline de la sociologie. La sociologie des sociétés bizarres, des sociétés exotiques, à la rigueur des paysans. Mais bien sûr, c'est la sociologie dumontienne, gurvitchienne, qui va donner le... Gurvitch, très à la mode à l'époque, oublié aujourd'hui, mais à l'époque très sociologue, très influent. Donc, c'est ça qui donne le ton, doit donner le ton aussi à l'anthropologie. Ça se manifeste lors des engagements. On veut embaucher quelqu'un, un anthropologue qui a fait du terrain et tout, psouf, sa candidature est refusée. Tous les sociologues se sont mis ensemble et ont voté pour l'autre. Écoute un peu, ça se peut pas. On nous emmène comme candidat, comme prof invité qui va sans doute devenir permanent. Un comte hongrois, une personnalité très riche, belle culture, belle éducation, mais dont la formation anthropologique s'arrête à la guerre 14. Alors écoute, nous, déjà, on veut aller plus... On est dans les Lévi-Strauss, là, et puis on nous ramène à la guerre 14, ça se peut pas. Alors, on rue dans les brancards et on se fait expulser. Alors, après 2 ans de séjour, quand je viens tout juste... On m'a embauché sans que je termine mon doctorat, je viens tout juste de terminer mon doctorat. Je vais défendre ma thèse à Londres, je reviens, et on est expulsé du département. Donc, on est désormais un programme accroché avec un skyhook à la faculté. On a donc une charge de travail assez éprouvante. Et là-dessus, on fait une offre à Montréal de venir enseigner. Pourquoi on fait une offre à Montréal? Oui, parce qu'il y avait eu aussi leur 68 à Montréal. Il y avait eu la crise du département. Les départements d'anthropologie ont été des creusets où les crises sociales se sont manifestées jusqu'à l'époque actuelle. Et il y avait eu 2 démissions fracassantes, celle de Rémi Savard et celle de Gabriel Gagnon. Or, dans l'esprit des profs d'ici de l'université, je ne savais pas à l'époque, mais Bernard Bernier sera un très bon remplaçant en anthropologie de la religion pour Rémi Savard, et Bocage, avec les questions de développement, sera un très bon remplaçant pour Gabriel Gagnon, qui lui était passé en sociologie. Donc, alors, on est entrés tous les deux, à cause de ça, on est entrés tous les deux aussi au département, grâce à ces 2 places qui s'étaient libérées suite à des turbulences sociales.
J'accepte l'offre. Ah, on m'accuse de traître à Laval. Je dis, écoutez, moi, je n'ai jamais pris d'engagement avec Laval. Il y en a d'autres à qui vous avez donné des bourses qui les obligeaient ensuite à revenir travailler 3 ans ici. Moi, je n'ai jamais eu cette bourse. Je ne suis pas couru après, on ne me l'a pas proposé non plus. Donc, moi, je suis libre de faire ce que je veux, je viens à Laval. Et là, j'avais la possibilité, enfin, de prendre les cours qui m'intéressaient, anthropologie économique, développement, ethnologie mésoaméricaine, et de faire des séminaires de maîtrise. Mais le même séminaire année après l'autre, en l'approfondissant, les mêmes cours aussi. Bon, de temps en temps, on change de cours aussi, mais quand même, j'avais la possibilité de me spécialiser davantage. Surtout qu'au même moment, à Laval, on semblait nous indiquer, ça a changé ensuite, que nous devrions nous spécialiser en anthropologie régionale. De Québec à l'Acadie. Autochtones, francophones, etc. Or, moi, c'était l'Amérique latine qui m'intéressait. Bien sûr, j'avais travaillé avec la pêche au loup-marin sur la Basse-Côte-Nord du Saint-Laurent. D'ailleurs, Marc Adélard m'avait sauvé la vie quand je suis rentré de mon terrain au Honduras en m'offrant... J'avais encore là 5 $ en poche avant la descente d'avion et ma femme enceinte. Et Marc Adélard, je vais voir Marc Adélard, désespoir de cause. Ah, tu cherches un emploi? Bien sûr. Tu pars pour la tabatière lundi. J'ai un poste d'assistant pour toi sur la Basse-Côte-Nord du Saint-Laurent. Tu viens des pêcheurs de Caraïbes, ben là, tu vas connaître les pêcheurs de morue, les chasseurs de phoques, mon vieux. Et j'étais parti pour 2 mois, en laissant ma femme à la garde, bien entourée à la garde de mes parents, pour aller ramasser quelques sous pour ce bébé qui était né et qu'il fallait bien faire, il fallait bien nourrir, il fallait bien soigner. Donc, comme je dis, Marc Adélard Tremblay, mon mentor, je dis ici, tant parce qu'il m'a initié à l'anthropologie que parce qu'il m'a sauvé la vie, au moins cette fois-là. Donc, il n'a pas eu beaucoup l'occasion. Il aurait été trop modeste pour s'en vanter dans les entrevues que vous aurez faites. C'est pourquoi j'en profite pour le souligner ici. Même si on a eu parfois quelques petits différends concernant l'orientation de l'anthropologie au département à Laval. Il ne faut pas le cacher non plus. Donc, oui. Donc, alors, ce moment-là commence pour moi une nouvelle vision. J'ai commencé à Laval, j'ai fait un premier terrain dans une toute nouvelle ère au Mexique, dans la Sierra Norte de Puebla. Pourquoi au Mexique? Parce qu'au Mexique, il y a des routes, des services de santé, et le bébé qu'on amène a des chances de survivre. Puisqu'à ce moment-là, Elena pense que... Moi, je pense aussi qu'on va toujours amener les enfants avec nous sur le terrain, du moins tant qu'ils sont petits. Et pourquoi la Sierra de Puebla? Parce qu'en regardant, en faisant un recensement des études faites au Mexique, je découvre que les études ethnologiques, il y en a eu des tas, sur à peu près tout le Mexique, mais il y a quelques taches sombres. Et parmi ces taches sombres, il y a la Sierra Norte de Puebla. La plus vieille étude ethnologique sur laquelle je mets la main date de 1938. On est en 69. En arrivant sur place, je comprends pourquoi. Parce que dans la Sierra de Puebla, il pleut à verse 10 mois par année. Et les ethnologues aiment mieux au soleil, Oaxaca, Guerrero, Veracruz. Il y a toujours des motivations multiples. Qu'à cela ne tienne, je suis arrivé dans la Sierra et j'ai été depuis ce temps-là fidèle à la Sierra Norte de Puebla, avec des intermissions et des réorientations et des questionnements nombreux dont on parlera tout à l'heure.